commencer, je passe la parole à Juliette qui va un petit peu vous présenter ce qu'on fait à la Ligue et dans la revue. Juliette, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, c'est un webinaire qui est organisé par le secteur communication de la Ligue de l'enseignement en lien avec la parution du dossier Quelle école après la crise, donc dans la revue Éduquer, dossier réalisé par Maude. Donc voilà, juste un petit mot sur la revue Éduquer. C'est un mensuel, 8 numéros par an, qui traite des questions d'éducation et d'enseignement. Dans chaque numéro, donc, il y a un dossier sur une thématique particulière. Donc, voici quelques exemples de titres de nos derniers dossiers. Donc, racisme à l'école, les compétences de demain, l'école face aux politiques migratoires, violences sexuelles sur mineurs, climat, désobéir pour faire bouger les lignes, tabou autour de la maternité, maltraitance infantile pendant la crise du Covid. Donc, à côté de ces dossiers, dans la revue, il y a d'autres rubriques, donc culture, histoire, pédagogie, sciences. Les articles sont écrits par des membres de l'équipe, donc des journalistes, des personnes du secteur non marchand, des chercheurs, des chercheuses, sociologues, psychologues, historiens, historiennes. Donc notre objectif, c'est de proposer des analyses, des pistes de réflexion, des outils autour des enjeux forts de notre société contemporaine, toujours en lien avec l'éducation et l'enseignement. Donc voilà, juste ajouter aussi qu'on travaille avec des illustrateurs, illustratrices qui voilà, travaillent sur des thèmes d'actualité de l'enseignement. Donc vous pouvez vous abonner donc à la revue papier, donc c'est 2,50 € par mois, donc c'est un mensuel. Et sinon, elle est accessible en ligne sur le site donc www.ligue-enseignement.be. Voilà, Maud, je te laisse, je te laisse la parole. La parole. Alors, avant de commencer, juste rappeler que ça va se passer en 2 temps. Donc, nos invités feront une présentation chacun d'un quart d'heure. Et ensuite, il y aura un temps de discussion et de questions, donc de questions-réponses, tous ensemble. Donc voilà, je pense qu'on avait prévu de partager encore le dossier pour que vous l'ayez dans le chat. À l'écran également. Voilà, ça c'était la couverture du dossier. Et donc pour nous accompagner aujourd'hui, c'est plus que nous accompagner pour aujourd'hui. Donc nous aurons d'abord une présentation de Bruno Humbeek. Bonjour Bruno. Bonjour. Et ensuite, nous aurons les CMEA avec Catherine et Simon. Bonjour. Bonjour. Je vous laisserai vous présenter comme convenu. Donc voilà, ici, on peut démarrer. Depuis plus d'1 an, nous vivons au rythme des mesures sanitaires. Et clairement, on le sent, notamment au vu des rassemblements et manifestations qui se multiplient à Bruxelles, à Liège ou encore à Louvain. Les gens, et surtout les jeunes, en ont marre. On ne comprend pas toutes et tous les mesures, et en plus, elles changent régulièrement. À l'école, depuis le début, on fait ce qu'on peut, mais tout n'est pas possible et tout ne tient pas sur le long terme. Des cours comme ceux de philosophie et de citoyenneté ont été arrêtés, des activités sportives, culturelles, extérieures ont été réduites, voire supprimées, et tous les élèves ne vont toujours pas à 100% à l'école en présentiel aujourd'hui, et leurs vies sociales sont pour beaucoup réduites voilà, à néant. Et beaucoup ont disparu aussi des radars de l'école. On a eu 1 an pour réfléchir. Là, aujourd'hui, on propose de décider, de décider peut-être des choses sur ce qu'on peut faire ensemble, comment finir cette année scolaire, qu'est-il possible de mettre en place rapidement pour récupérer ces jeunes, comment profiter au mieux de cette fin d'année scolaire pour appréhender correctement la suivante. Autant de questions que nous allons aborder avec donc, nos invités, à commencer par toi, Bruno, psychopédagogue et auteur de plusieurs publications dans le domaine de la prévention des violences scolaires et familiales. Il y a près de 2 mois, quand je t'ai eu au téléphone, tu me disais l'école est en pleine évolution, mais ce n'est pas encore le temps de la révolution. Alors aujourd'hui, c'est le temps de quoi exactement? Alors, de l'évolution accélérée, hein, ce qui peut donner l'apparence d'une révolution, mais en réalité, une révolution serait beaucoup trop brutale. Donc, c'est vraiment pas le moment. Il faut accompagner une évolution qui, sans doute, a été réalisée de façon, je veux dire, trop accélérée, et donc qui n'est pas intégrée complètement. Se donner les moyens de faire de prendre la leçon de ce qui a été vécu par l'école. Parce qu'il y a eu des choses positives, il y a eu énormément de choses négatives, hein, certaines viennent d'être rappelées, hein, des suspensions, par exemple, des cours de philosophie ou de citoyenneté, alors qu'ils n'ont jamais été aussi urgents qu'actuellement, c'est-à-dire s'interroger sur ce que nous vivons comme société et comment une société peut vivre une crise.
y compris chez les plus jeunes, chez les élèves. Hein. C'est eux qui doivent retrouver confiance dans la démocratie. On le sait, on le voit dans tous les comités de concertation. Ces comités de concertation n'ont de concertation que le nom. En fait, c'est plutôt des comités de consternation. On est consterné par ce qu'on voit. Et si on veut que les élèves retrouvent une forme de confiance, non pas en eux seulement, parce que ça c'est important qu'ils aient confiance en eux, mais ils auront confiance en eux s'ils attrapent confiance dans les institutions qui se préoccupent d'eux. Et pour ça, il faut non seulement se préoccuper de leur état émotionnel, ça je pense que c'est beaucoup fait, avec les risques d'ailleurs qu'à force de s'occuper de leurs émotions et de pointer la détresse émotionnelle, on en fasse des grands malades qu'il n'est pas utile de concerter, parce qu'un malade, on le consulte pour vérifier son état de santé, mais on ne le concerte pas avec lui parce qu'il est considéré comme quelqu'un de non fiable. Or, c'est indispensable pour le moment de mettre en place dans les écoles des espaces de concertation. Tu l'as très bien rappelé, les règles sont parfois vécues comme absurdes. Je ne dis même pas qu'elles sont absurdes, mais elles sont vécues comme cela. Ce qui est important, si on veut une adhésion aux règles, c'est que tout le monde participe à leur modulation, c'est-à-dire à l'idée, il faut appliquer ces règles sans doute, mais il faut se les rendre vivables en discutant ensemble de la façon dont on va les appliquer pour que ce ne soit pas un frein aux contacts sociaux, par exemple. Ça, ce sont des évolutions. J'ai beaucoup parlé des espaces de parole régulés qui permettaient de recueillir les émotions. Je suis actuellement beaucoup plus sensible à l'idée de diffuser des espaces de dialogue concerté, c'est-à-dire des méthodologies qui permettent de recueillir l'avis des élèves, leurs opinions, que ces opinions soient des opinions majoritaires, minoritaires, que ce soit des opinions partagées et même des opinions singulières, de façon à voir comment peut fonctionner la démocratie au sein de l'école. Une démocratie participative, celle qu'on ne voit que trop peu se mettre en mouvement de manière générale dans le monde social. Donc, ce qui est important, c'est que l'école soit ce pivot qui permet de reprendre confiance dans les institutions et qui permet de se concerter avec les élèves pour leur montrer effectivement comment cette concertation peut se réaliser. Alors, c'est pour ça que je parlerai d'évolution. Cette évolution, elle doit aussi être accompagnée, elle doit être outillée. Il ne suffit pas de dire aux enseignants, allez-y, maintenant, organisez des concertations. Il faut aussi diffuser des méthodologies, des techniques. On l'a vu d'ailleurs, cette évolution accélérée et forcée, contrainte, les dégâts qu'elle a pu occasionner, par exemple, dans la manière dont le numérique a été imposé à l'école comme une forme de support d'enseignement. Alors, ce n'est pas un problème en soi, c'est une évolution naturelle de l'école. Dire « je suis pour ou contre le numérique » n'a strictement aucun sens. Le numérique doit prendre sa place, mais doit certainement pas prendre toute sa place. Et donc, il faut s'interroger sur la manière dont on va donner une place au numérique à l'école. Comme ça a été réalisé, c'est-à-dire sans accompagnement, y compris accompagnement technique des enseignants. Un enseignant n'est pas spontanément un champion du numérique. Et il est tout à fait légitime qu'un grand nombre d'entre eux pataugent avec le numérique. Moi-même, je patauge avec le numérique. Je ne suis pas du tout un champion du numérique. Pour mettre une séquence Zoom en mouvement, je dois faire appel à quelqu'un. Eh bien, il faut que les enseignants puissent aussi être accompagnés techniquement et sur le plan pédagogique. Parce que, eh bien, dans cette évolution numérique, j'ai vu le pire qui côtoyait le meilleur. J'ai vu des enseignants faire des cours magistraux pendant 3 heures, quand on leur a dit 50% de temps numérique, 50%, ce qu'on a stupidement appelé le distanciel et le présentiel. Le numérique n'est pas distanciel, puisqu'on peut être en présentiel. Je suis actuellement en présentiel avec toutes les personnes que je vois à l'écran. C'est donc pas le contraire du distanciel, et donc c'est important d'avoir cette notion de comment est-ce que je fais du présentiel sur un support numérique. Et c'était évidemment pas l'idée que 50% du temps allait devoir être passé sur les écrans, avec des cours qui seraient donnés pendant le même temps sur les écrans qu'à l'intérieur de la classe. Il faut évidemment changer la forme de l'ensemble, c'est ce qu'on fait dans la pédagogie inversée, où les capsules numériques sont très courtes, elles ont 10-12 minutes. On demande aux élèves de prendre connaissance des contenus, et puis on revient en classe dans des petits groupes, et ça, c'est une évolution tout à fait positive. Moi, je plaide pour que les classes soient moins nombreuses et qu'on cesse avec ces troupeaux de 30-40 élèves qui sont un héritage
de l'histoire de la pédagogie, c'est-à-dire par exemple de l'époque où Jean-Baptiste de La Salle cherchait essentiellement non pas à enseigner, parce que ce n'était pas son objectif premier, mais à convertir un ensemble d'élèves pour en faire des petits chrétiens. Alors, ce n'est pas de l'anticléricalisme ce que je fais là, puisque l'école citoyenne a exactement réalisé le même mécanisme en essayant de prêcher pour convertir les enfants, notamment les enfants de paysans et d'ouvriers, en bons citoyens. Et donc, c'est des grands groupes auxquels un enseignant s'adresse de manière frontale, c'est dans des bancs qui sont par exemple situés en banc autobus, c'est tout à fait valable pour une forme d'enseignement qui est l'enseignement simultané. Mais ce n'est pas du tout adapté à un enseignement plus individualisé, tel que le suppose par exemple la pédagogie différenciée. Pour ça, il faut que les élèves soient en mesure de s'interroger les uns les autres, de travailler les savoirs les uns avec les autres. Ça, effectivement, ce n'est pas les bancs autobus qui le rendent le plus possible, hein, c'est-à-dire cette manière frontale de se situer face à un enseignant. Ce sont des bancs qui vont se situer en îlot. Même chose, les périodes où on rentre en classe doivent être des périodes de questionnement dans lesquelles les élèves qui ont pris connaissance des savoirs viennent poser des questions aux enseignants, soit s'enseigner les uns aux autres, ce qu'on appelait l'enseignement mutuel, soit de poser des questions pour être actif par rapport à l'acquisition de ces savoirs en osant poser des questions. Et là, effectivement, les petits groupes sont certainement beaucoup plus utiles avec une configuration là qui n'est plus en îlot mais en U, dans lequel on pose des questions. Dans un petit groupe de 12, on osera poser des questions, alors que dans un groupe de 40, ça va être beaucoup plus compliqué d'oser poser la question. Il faut quand même savoir que c'est ce qui fait la différence entre un petit enfant belge, un petit élève belge de 10 ans et un petit élève norvégien, suédois ou danois. 8 sur 10 en Belgique, quand il pose une question à l'école, a le sentiment d'effectuer quelque chose de négatif, c'est-à-dire de démontrer une faille. 8 sur 10 8 petits Danois sur 10 ont le sentiment de faire quelque chose de positif quand ils posent une question. Mais c'est lié à tout un ensemble et une façon de concevoir l'enseignement. Les parents, lorsque leur enfant revient de l'école en Belgique, posent des questions du style « tu as bien travaillé, ça s'est bien passé, etc. etc. » Au Danemark, on demande « quelle belle question as-tu posée ?» Parce que le principe de l'école, c'est que c'est un endroit où on pose des questions, ce n'est pas un endroit où on répond à ces questions. Et c'est vraiment important de transformer, c'est pour cela que je parlerai d'évolution, parce que c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de classes spontanément. On doit accompagner ce mouvement pour l'intensifier, c'est-à-dire permettre aux élèves de revenir en classe pour poser des questions et pour que ceux qui connaissent puissent répondre à ceux qui connaissent moins bien ou qui sont en difficulté. C'est comme ça qu'on arrivera d'ailleurs le mieux à réaliser ce qui est une des conséquences massives. Alors, dans les conséquences de ce double confinement ou de cette période de suspension de la scolarité, alors déjà, un premier point, il n'est pas question de penser que l'école étant suspendue ou diminuée dans son temps d'enseignement va rendre une génération moins intelligente. Ça n'est pas vrai. On n'est pas moins intelligent d'être moins instruit. L'intelligence trouve de la nourriture ailleurs que dans l'instruction et aucune génération, c'est pour ça que je me refuse en permanence à parler de génération sacrifiée, la seule génération sacrifiée, c'est la génération qui a connu la guerre de 14-18, ceux qui ont eu 20 ans en 14-18, ceux-là sont morts ou sont mutilés. Même en 40-45, cette génération-là, effectivement, je vous mets au défi d'essayer de repérer une génération qui serait moins intelligente qu'une autre. Vous avez la même densité de crétins dans toutes les générations et la même densité de gens intelligents. Et donc, le retrait, la mise en suspension de l'école, le fait qu'elle soit bousculée ne va pas créer des retraits d'intelligence parce que l'intelligence n'est pas un muscle, il n'a pas besoin d'être entraîné comme un muscle devrait l'être. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus tracassé quand le sport a été suspendu que quand l'école a été suspendue. Les muscles s'entretiennent, sinon ils se ramollissent, mais pas le cerveau. Par contre, il y aura des retards d'instruction. Et ces retards d'instruction, il faut absolument ne pas paniquer par rapport à eux, parce que ça crée, et cette espèce de panique, c'est pour ça que je me refuse à parler de génération sacrifiée, parce que les adolescents qui entendent ça, évidemment, sont tétanisés. Et je me refuse aussi de faire de ce qu'on appelle le décrochage scolaire un réel problème, c'est-à-dire ce qui est simplement un retard dans les matières, retard tout à fait normal. Donc, ni les enseignants ne doivent paniquer en essayant de rattraper le programme de manière brutale. Ces retards vont se résorber dans la durée. Il faut
absolument pas se donner comme obligation de les rattraper brutalement. Il faut attendre que ça se résorbe dans la durée, parce que c'est le principe même de l'instruction et de la programmation des matières, c'est que ça ne doit pas créer de brutalité dans la diffusion. Et c'est important qu'on ait, par rapport à ces retards ou ce qu'on appelle du décrochage, qui peut être soit subjectif, beaucoup d'élèves actuellement ont une forme de décrochage qu'on appelle un décrochage subjectif. Ils ont l'impression d'être décrochés parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir suffisamment appris par rapport au programme et tout ce qu'ils entendent nourrit effectivement. Et que ce soit en primaire, en fondamental, en secondaire et à l'université, c'est le même mécanisme qu'on retrouve, c'est-à-dire ce sentiment subjectivement d'être décroché. C'est important d'évaluer, mais d'évaluer sous des formes d'évaluation formative. Il y a deux mots qu'on doit éviter à tout prix pour le moment, c'est le mot examen. L'examen, c'est une forme de jugement autoritaire qui est donné par quelqu'un qui va s'autoriser à vous catégoriser. L'examen médical, c'est un médecin qui vous donne un statut en termes de santé en fonction de son autorité à lui. Alors évidemment, si on associe cette idée d'examen à celui d'un mot qui est vraiment une grosse maladresse, hein, j'espère que ce n'est qu'une maladresse, à celui de clémence. La clémence, vous savez ce que c'est? C'est juste l'autorité que quelqu'un se donne de diminuer la force d'un châtiment. Vous imaginez quand on demande à des enseignants de faire preuve de clémence par rapport à des examens. Évidemment que c'est très très mal interprété, ça ne pouvait pas l'être autrement. Et donc c'est juste un problème de mots, parce que je sais que ce n'est pas du tout dans l'intention de la personne qui a utilisé ces mots d'évoquer la problématique de cette manière-là, mais le mot examen, évidemment, génère du stress, surtout lorsqu'ils sont présentés comme étant qualificatifs ou disqualificatifs. L'autre mot qu'on doit éviter, c'est le mot épreuve. Une épreuve, par nature, c'est le mot qui le dit, c'est quelque chose qui va vous faire souffrir. Et donc, on est en train de présenter des évaluations sous forme d'examen ou d'épreuve, donc comme étant des jugements autoritaires qui vont me qualifier ou me disqualifier en ayant pris le soin de me faire souffrir. C'est-à-dire qu'on va mesurer la quantité d'efforts et la manière que j'ai produit pour réaliser cette performance et la manière dont cette performance va être actualisée avec une plus ou moins grande aptitude à gérer le stress. Ce n'est pas du tout ça qu'on doit évaluer pour le moment, c'est la progression de chaque élève par rapport à son parcours d'apprentissage. Et c'est une évaluation qui va lui donner à lui, parce qu'il doit participer évidemment activement à cette évaluation, qui va lui donner des éléments d'information sur où il se trouve par rapport aux matières, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qui est en voie d'acquisition, c'est-à-dire qu'il est encore des connaissances flottantes et pour lequel il faudra mettre en place des exercices pour que ça devienne des automatismes cérébraux, et qu'est-ce qu'il ne comprend pas, qu'il faudra se donner les moyens de réexpliquer, éventuellement en faisant appel à d'autres qui dans la classe ont compris par le tutorat et organiser les conditions du tutorat. Ça, c'est une évaluation qu'on appelle une évaluation formative, celle qui permet par exemple aux élèves, sans la moindre réserve, de commettre autant d'erreurs qu'ils le veulent ou dont ils ont besoin, parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Je prends souvent cet exemple pour montrer quelle entreprise finalement a réalisé les plus beaux progrès au point de devenir sans doute l'entreprise la plus performante actuellement, c'est l'aviation. L'aviation est une entreprise qui actuellement fonctionne quasiment, très très proche en tout cas, du risque zéro. Alors il y a deux éléments qui expliquent ce niveau de performance dans la progression d'une entreprise comme celle de l'aviation. Si vous regardez les tout premiers essais de ceux qui ont voulu commencer à avoir l'idée qu'un être humain pouvait s'envoler, regardez les pionniers de l'aviation, on ne donne pas une note dithyrambique, hein, ils se vautrent au bout de quelques mètres, ils se vautrent souvent d'ailleurs dans le ridicule, mais ça donne, comment expliquer que ça donne cette entreprise à faible risque et aussi performante que celle qu'est l'aviation aujourd'hui. Il y a deux éléments qui l'expliquent, et ce sont deux éléments qui doivent faire partie de la réflexion sur l'évolution de l'école. Le premier élément, c'est la ténacité. La ténacité, c'est-à-dire que ces gens se sont dit un jour on va y arriver. Et il n'y a pas eu de doute par rapport à ça. Et tous ceux qui sont, les 150 personnes qui sont autour de cette table virtuelle, eh bien je pense que tous, nous avons fait un jour preuve de cette ténacité dans l'apprentissage d'une compétence qui fait que maintenant, je le suppose, nous marchons tous. Et pourtant, à l'origine,
nous sommes quand même beaucoup tombés. Quand nous avions quelques mois et que nous avons commencé à marcher, nous avons fait énormément de chutes, mais aucun d'entre nous ne s'est dit « Ah, la marche, c'est pas pour moi ». La marche, c'est pas pour moi parce que je tombe trop. Je vais donc renoncer à essayer un jour de marcher, évidemment, et ça doit être comme ça. C'est ce que Philippe Méru appelle l'éducabilité de l'enfant, c'est-à-dire prenez l'idée qu'ils sont tous susceptibles d'évoluer, chacun à son rythme, dans l'espace dans lequel il se sent le plus à l'aise, mais l'éducabilité, elle doit être une espèce de fil conducteur de toute évolution et de toute révolution. Et le deuxième élément qui explique que l'aviation a fait une si belle progression et une si belle évolution, c'est l'analyse systématique de l'erreur. Quand vous êtes effectivement, quand il y a un dysfonctionnement, un incident, un accident, on se donne les moyens par la boîte noire, notamment et son analyse, d'analyser les raisons du dysfonctionnement. C'est ce qu'on doit faire avec les évaluations en associant les élèves, c'est-à-dire les associer à l'analyse des erreurs pour essayer de comprendre ce qui explique qu'ils ont commis des erreurs, de façon à qu'ils puissent continuer d'ailleurs à commettre des erreurs, mais en se trompant chaque fois mieux. C'est ça l'évolution de l'apprentissage. Et ces deux éléments doivent évidemment, par rapport au décrochage, prendre une place fondamentale dans l'évolution de l'école et de l'institution scolaire et dans la manière dont elle envisage les évaluations. Alors ça, c'est pour le décrochage subjectif, pour le décrochage effectif aussi, parce que certains élèves, évidemment, n'ayant pas su embrayer dans cette évolution numérique accélérée, se sont laissés tenter par d'autres choses et n'ont plus vraiment suivi les cours. Et certains vont à l'école comme on va dans l'école, c'est-à-dire qu'ils ne suivent plus et ils sont vraiment en retard, ceux-là. Et là, il est important de pointer les endroits, les espaces dans lesquels ce retard sur le groupe, là, pas par rapport aux matières, donc le décrochage subjectif, c'est un décrochage de l'ensemble par rapport aux matières qu'il explique. Le décrochage effectif, c'est le retard d'un certain par rapport au groupe. Voilà, il faut se donner les moyens de combler ce retard, notamment par le tutorat. Et vous avez un autre problème, et je terminerai par là, c'est celui du décramponnage. Le décramponnage, autant je prône la sérénité par rapport au décrochage, autant par rapport au décramponnage, la sérénité serait effectivement porteuse d'énormément de dégâts. On ne peut pas être serein quand des élèves, et leurs familles d'ailleurs, ont disparu des radars de l'école, ne se retrouvent plus. Ils vont éventuellement, parfois de temps en temps, à l'école, mais ceux-là sont uniquement dans l'école. Hein. Ils ne bénéficient plus de l'enseignement parce qu'ils se sentent complètement largués et que le lien scolaire s'aggrave d'une rupture du lien social. C'est une proportion terriblement importante d'élèves pour lesquels il serait criminel de faire peser la solution sur les seules épaules des écoles. Là, c'est très clairement les communautés scolaires, les communes, les espaces sociaux qui entourent l'école, pas seulement les PMS, qui sont plus ou moins intégrés dans l'école, mais aussi les AMO, tous les CPAS aussi doivent être mobilisés dans ce qu'on appelle des communautés éducatives. C'est une façon lorsque le bateau scolaire reprend sa vitesse de croisière, de lancer des canoës, des bouées de sauvetage, tout ce que vous voulez à la mer pour aller repêcher ceux qui sont tombés dans l'eau, qui ne sont plus sur le bateau. Ça, ce n'est pas le problème des directeurs d'école, c'est le problème de ceux qui entourent l'école, qui doivent reprendre des contacts positifs avec les familles de façon à ce qu'ils reprennent le mouvement en ayant confiance en eux, en ayant retrouvé confiance en eux. C'est pour ça, par exemple, que l'extrascolaire a actuellement une importance énorme lorsqu'on rend confiance à certains dans des activités parascolaires, autres que l'école, de façon à leur permettre de retrouver un lien scolaire. Eh bien, ça, c'est la communauté éducative, c'est ce qu'on appelait de manière un peu théorique les cités de l'éducation. Il est vraiment plus qu'urgent de les mettre en mouvement avec un plan de route qui associe tout le monde, qui ne fait pas reposer uniquement sur l'école et l'enseignement cette charge de la reprise de tous et de chacun, mais qui la répartit sur un ensemble de services qui, avec l'école, forment la communauté éducative et qui doit permettre à ceux qui sont décramponnés de retrouver, là, tout simplement, un lien social et un lien scolaire, l'un étant généralement relié à l'autre. C'est fondamental de le mettre en mouvement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter
de parler d'une révolution, parce que si on fait une révolution dans l'école alors que certains sont dans l'eau, alors que certains enseignants sont submergés et que des directeurs d'école, je préfère ne pas en parler, ils ont été accaparés rien que par la lecture des circulaires, ça prend un temps pas possible. Et la pédagogie, ben, on a un peu l'impression que pendant cette pandémie, au cours de laquelle on a surtout joué à ouvrir et éteindre des robinets, alors que dans le bain de rétention d'eau, il y avait des tas de fuites. Eh ben, il aurait peut-être fallu changer un peu de stratégie avant, en essayant d'aller colmater les brèches ou en travaillant autrement qu'en simplement fermant et ouvrant des robinets, puisqu'on a vu dans la durée que cette stratégie simpliste était articulée autour de la mécanique des fluides uniquement, ben, n'était pas efficace lorsqu'il s'agissait d'êtres humains, qu'il fallait réfléchir autrement. Alors, je n'ai pas du tout un langage désespéré, parce que je reste convaincu que notamment les enseignants, notamment ceux qui réfléchissent à cette école nouvelle, c'est-à-dire pas la même école que celle qu'on avait avant la pandémie, qui n'apprend rien de ce qu'elle a traversé, mais une école nouvelle qui apprend de ce qu'elle a traversé pour évoluer mieux et qui prend la leçon. Vous savez, l'école n'est pas seulement un endroit où on donne des leçons, c'est aussi un endroit où on doit pouvoir les prendre lorsque les circonstances de la vie ont frappé à un moment donné l'institution d'une manière aussi violente. Voilà, merci pour votre attention. Merci Bruno. Voilà, je ne voulais pas te couper, j'avais bien senti qu'on arrivait à la fin, mais on aura le temps encore après avec les questions. Donc, je rappelle d'ailleurs que vous pouvez déjà en fait écrire vos questions maintenant si vous le souhaitez dans le chat. Comme ça, on peut un peu les collecter pour se donner rendez-vous dans un quart d'heure après la présentation des CMA. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, je vais passer la parole à Simon. S'il est là. Moi, je ne le vois pas. Ah, mais Je voilà. suis là. Je suis Voilà, là. je pense que c'est toi qui commence la présentation pour le groupe des écoles CMEA. Je ne sais pas si tu souhaites un petit peu présenter quand même ce que vous faites avant Ouais. ça. Tout à fait. Mais donc voilà, effectivement, Catherine et moi, nous venons des CMEA. Alors les CMEA, ce sont les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est un mouvement militant d'éducation nouvelle qui est né en France il y a 85 ans et qui est arrivé en Belgique il y a 75 ans. Alors les CMEA ont une vision assez globale de l'éducation, puisque au niveau des CMEA, on œuvre dans plusieurs champs de l'éducation: la petite enfance, l'accueil temps libre, l'école, l'animation, la santé mentale, la culture. Enfin, voilà. Donc, c'est assez global et assez vaste. Et alors, pourquoi Catherine et moi particulièrement? Puisque Catherine et moi, nous faisons partie du groupe École des CMEA. Le groupe École des CMEA est, comme son nom l'indique, ce sont des militants et des militantes qui réfléchissent plus particulièrement à la question de l'école, notamment à quelle école est-ce que nous voudrions, quelle école est-ce qu'il nous semble être une école d'une certaine manière qui soit digne de son époque, digne de maintenant. Voilà, alors on se réunit parfois pour réfléchir ensemble, pour rêver ensemble à des choses différentes. Voilà, alors on a aussi une série de publications, mais on vous en parlera peut-être plutôt sur la fin. Alors ici, si nous sommes là, c'est parce que du coup, nous avons, le groupe École, écrit un article qui s'intitule « Et si la crise libérait notre audace à l'école ?» Effectivement, la crise sanitaire et sociale qu'on traverse a révélé, a mis en exergue une série d'écueils de l'école. Alors, les acteurs et les actrices de l'école, je pense, étaient déjà bien au courant de ces écueils-là, mais ça les a peut-être ici mis un peu plus en avant. Et du coup, nous, ce qu'on se dit de ça, c'est que ça va nécessiter de la part des professionnels de l'éducation, alors effectivement, ceux qui sont dans l'école, mais aussi ceux qui sont en dehors de l'école et qui font partie effectivement de cette grande communauté éducative, ça va nécessiter de l'audace, d'une certaine manière. Ça va nécessiter d'être audacieux et d'être audacieuse dans les propositions qui vont être faites et dans les expérimentations qui vont être menées. Et voilà, nous, on est assez persuadés qu'il y a une série d'expérimentations concrètes qui peuvent être menées. Alors, il y a des transformations institutionnelles, évidemment, qui sont en cours, alors qui sont menées, décidées par les politiques, plus ou moins en concertation avec les acteurs et les actrices de terrain. Mais il y a toutes ces petites choses au quotidien que les professionnels de l'éducation peuvent mettre en place, peuvent expérimenter, sur lesquels ils peuvent agir. Et du coup, voilà, nous, on avait envie
partager d'une certaine manière voilà, ces expérimentations concrètes auxquelles nous avons réfléchi, mais qui nécessitent cette petite pointe d'audace. Voilà. Donc, je donne la parole à Catherine qui va pouvoir se lancer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Maud, quand tu nous as interpellés au sujet de l'article, on s'est dit que nous, on avait envie de présenter des choses concrètes, en fait, des pistes que chacune, d'une certaine manière, au quotidien, on pouvait essayer, tester, expérimenter, en sachant que, comme Bruno l'a dit tout à l'heure, l'école, c'est effectivement un lieu où on prend des leçons et on donne des leçons. Ça doit être aussi un lieu d'expérimentation où l'erreur est autorisée, permise à la fois pour les enfants, les adolescents et les adolescentes, mais aussi pour les adultes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner pour les enseignants et les enseignantes, et les accueillants et les accueillantes, et les directeurs et les directrices, et les membres du personnel de l'école ont la possibilité de commettre des erreurs. Ça fait partie de l'expérimentation et de l'éducation tous les jours. Et donc, nous nous sommes dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'au quotidien on pourrait faire? Alors, on a plein d'idées, mais donc il a fallu se focaliser quand même sur 3 pour l'article, sinon on aurait fait un ouvrage complet. Donc on s'est dit qu'une des premières choses, Bruno l'a déjà souligné dans ce qu'il a dit, c'est que la crise nous avait montré qu'une des missions de l'école, c'était évidemment la transmission des savoirs, ça on est tous et toutes d'accord là-dessus, mais c'était pas ça uniquement, c'était aussi apprendre, s'entraîner à vivre ensemble, à être en relation, à participer, à s'entraîner à gérer la vie collective. Et il nous semble que pour le moment, en tout cas, l'école privilégie les grosses structures, les structures qui n'ont plus vraiment taille humaine et des structures du coup qui empêchent les enfants, les adolescents, les adolescentes et les adultes de se connaître, d'être en relation, de fonctionner ensemble. Donc, on se disait que c'était vraiment important de remettre ça au centre des préoccupations. Alors, ça ne veut pas dire que c'est foutu pour toute personne, tout professionnel et toute professionnelle d'éducation qui se trouve dans une grosse structure. Au contraire. Nous, on se dit qu'au quotidien, il y a des choses qu'on peut mettre en place, qu'on soit dans une grosse structure ou dans une petite structure, qui permettent justement cet entraînement à la vie collective, ce lieu de relation, ce lieu d'existence avec les autres. On se disait que la première chose, c'était que chaque enseignant et enseignante, ou accueillant et accueillante, quand il est ou elle est face à un groupe, c'est de prendre le temps de se connaître, prendre le temps que chacune puisse avoir une place, puisse connaître les autres, puisse se parler, se communiquer. Donc déjà, au sein du groupe classe ou au sein du groupe qu'on a devant soi, faire exister chaque personne et faire exister le groupe. Et ça, au quotidien, ça demande du temps, évidemment. Ça demande du temps qui n'est pas souvent pris, puisque à l'école, ce qu'on met souvent en avant, c'est la transmission, les apprentissages formels. Nous, il nous semble que ce serait intéressant de prendre ce temps-là. On se disait aussi qu'on peut petit à petit ouvrir le groupe classe quand il est déjà en action et en interaction à un autre groupe classe. Et donc, prendre du temps peut-être pour élaborer des petits projets au départ, avec un autre groupe pour essayer du coup de s'habituer, de vivre et de gérer ensemble la vie ou le projet. On se disait aussi que ce qui était intéressant, c'est d'organiser des temps de gestion de la vie collective, que ce soit avec son groupe classe au départ, puis peut-être avec l'autre groupe classe auquel on s'est associé, ou peut-être, pourquoi pas, avec un niveau, ou peut-être juste le maternel, juste le primaire, peut-être le premier niveau en secondaire, et élargir au fur et à mesure pour que les uns et les autres puissent s'entraîner, puisque ça être citoyen, être citoyenne, mais aussi être en relation avec des autres, ça s'entraîne, ça demande du temps, de l'entraînement et des possibilités de s'expérimenter à ça. Alors, on se disait aussi que c'était intéressant dans les plus petites structures ou dans les grosses structures qui cultiveraient des microstructures à l'intérieur. Quand on parle de petites structures, on se dit plus ou moins 150 enfants ou adolescents, adolescentes, accompagnés par une équipe qui ne change pas, donc une équipe stable d'adultes, d'enseignants, d'enseignantes, d'accueillants, d'accueillantes, une personne qui coordonne, etc. Donc, c'est ça qu'on entend par petite structure. Hein. Donc, il peut y avoir plusieurs petites structures qui coexistent au sein d'une grosse structure, mais qui fonctionnent quand même tout à fait ensemble. On se disait donc au sein de ces petites structures, l'intérêt, l'avantage, c'est que les adultes peuvent se connaître aussi, peuvent communiquer ensemble et donc peuvent porter ensemble un projet pédagogique et faire alliance éducative autour de ce projet pédagogique et permettre du coup la cohérence aussi. Et ça, c'est vraiment important si on veut que les jeunes, les enfants se sentent en confiance avec les adultes et les parents aussi.
se sentent en confiance avec les adultes de l'équipe éducative. Si on porte un projet ensemble qui est cohérent, ben, c'est plus facile, c'est plus simple. On se sent d'une certaine manière en sécurité face à des adultes qui prennent le temps de réfléchir, qui comprennent le projet et donc qui peuvent ensemble l'appliquer. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que Bruno parlait tout à l'heure de participation des enfants et des jeunes. Eh bien, pour leur donner des espaces de participation, il faut que l'équipe éducative soit d'accord avec la manière dont on va ouvrir ces espaces de participation, mais il faut aussi que les jeunes se sentent en participation, c'est-à-dire se sentent avoir un réel pouvoir d'action et se sentent aussi capables d'exprimer leur avis, d'écouter les autres et de gérer le collectif. Et donc, si on les entraîne et si on a des adultes qui sont open d'une certaine manière à ça, ça permet cet entraînement. Deuxième chose qu'on trouvait vraiment importante et que la crise nous a montré, c'est comment l'école a envahi de plus en plus la vie familiale, les maisons. On l'a vu pendant la crise avec... alors, je sais pas si ça va, c'est moi, je pensais que j'avais un problème de micro, pas du tout. On l'a vu pendant la crise, le travail déjà s'est immiscé complètement dans nos espaces de vie, mais l'école aussi, avec cette école qui a été faite en distanciel. Et donc, on l'a vu, on l'a dit et on l'a crié, notamment avec le délégué général aux droits de l'enfant, ces sources profondes d'inégalité. Alors, quand on va... Évidemment, la fin de l'année doit être... On ne va pas revenir sur ce que Bruno disait, parce qu'on est assez d'accord avec ce qu'il disait par rapport à la fin de l'année, qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va proposer. Mais dès la rentrée, il faut vraiment qu'on se pose cette question-là, de savoir, est-ce qu'on veut garder du distanciel? Nous, pour nous, la réponse doit être non, absolument pas. Il faut au plus possible que les enfants et les jeunes soient à l'école. Et du coup, on s'est dit que ce qui était intéressant de réfléchir, si on n'offrait plus de distanciel, c'est à la notion de devoir. Parce que trop souvent, on entend qu'une bonne école, c'est une école qui donne beaucoup de devoirs. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une école qui donne beaucoup de devoirs, c'est déjà une école qui est en porte-à-faux avec le décret, enfin avec la circulaire 108 des devoirs, qui régit en fait ces devoirs et qui, pour une fois, respecte assez bien les rythmes et les besoins des enfants. Et donc, c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette question de devoir. Et au quotidien, cette question de devoir, elle peut être aussi réfléchie assez simplement, et puis on peut expérimenter des choses. Par exemple, nous, on se disait que ce serait intéressant de changer de nom, de ne plus l'appeler devoir, de se dire que ça pourrait être un projet, une envie, une opportunité, un entraînement, quelque chose d'autre qu'un devoir. On pourrait aussi proposer aux enfants et aux adolescents, au quotidien, de choisir leur activité qu'ils pourraient faire à la maison. Donc, qu'ils pourraient faire à l'école. Si on entame quelque chose dont on a envie à l'école, eh bien, peut-être qu'on aura plus envie de le terminer chez soi. Et peut-être aussi que ça va donner des envies aux autres de terminer les choses chez soi et puis après de continuer comme ça son apprentissage sur son envie et son projet. On se disait aussi que c'était important au quotidien de ne pas transformer les tâches inachevées à l'école en devoir à faire à domicile. Ça, c'est vraiment primordial. On se disait aussi que c'était important dès la rentrée d'oser proposer du travail individualisé aux enfants si on a envie de leur proposer quelque chose à faire à la maison, que ce soit bien en lien avec leur propre cheminement et leur capacité à faire seul. Trop souvent, les parents sont impliqués dans cette histoire de devoir et ça crée des inégalités, que ces parents soient ou non compétentes, ou qu'ils aient envie en fait de le faire. On a vu aussi avec la crise que être enseignant-enseignante, c'est être un ou une professionnelle de l'éducation. Les parents, ce sont des parents. Et donc, ils doivent rester dans leur rôle de parents. Ça, c'est vraiment primordial. On se disait que c'était important peut-être de prévoir des moments à l'école où les devoirs sont possibles, mais évidemment encadrés par des adultes avec du matériel à disposition pour que les enfants et les ados puissent avoir tout ce dont ils ont besoin, tout ce dont elles ont besoin autour d'elles. Et on se disait aussi que ce serait vraiment intéressant de se coordonner entre collègues autour de la question des devoirs et de voir du coup ce qu'on propose aux enfants et aux adolescents, comment on le propose, dans quelle temporalité, pour que tout ça ait de la cohérence et que les enfants et les adolescents ne se sentent pas submergés par des devoirs dans différentes matières. On a encore plein d'autres pistes, c'est terrible en fait, mais le temps file. Et donc je vais laisser la parole à Simon, mais sachez que c'est possible de retrouver aussi toutes ces pistes dans un ouvrage qu'on a rédigé qui s'appelle 22 chroniques pour changer l'école, pour changer l'éducation. Et donc il y a possibilité de retrouver toutes d'autres pistes sur cette thématique-là.
Donc effectivement, moi, on s'était mis un petit chronomètre qui tourne et qui défile. Voilà, on va peut-être dépasser un petit peu, je suis désolé. Mais du coup, une troisième chose sur laquelle on avait envie de venir et que la crise a un peu montré, c'est que effectivement, les enseignants et les enseignantes, les profs sont bien plus que des profs de matière. Être prof, être institutrice, enseignant, enseignante, ce n'est pas que maîtriser sa matière et pouvoir d'une certaine manière la transmettre. Ça va bien au-delà de ça, c'est pas la seule fonction. Et que c'est un métier qui est bien plus complexe et bien plus multiple et que ça nécessite une série de compétences, une série de qualités et que d'une certaine manière, malheureusement, ça ne s'apprenait pas pendant la formation initiale. Et donc aussi, alors là, ça c'est plus compliqué pour les profs de mettre ça en place dans leur classe, pour les profs dans l'enseignement supérieur, mais en tout cas, nous, on relevait une série effectivement de compétences nécessaires, l'empathie, de pouvoir effectivement se mettre à la place du jeune, de l'enfant, de pouvoir essayer de le comprendre, chercher à le comprendre, de chercher à s'adapter en se mettant à la place d'eux, en essayant de le comprendre dans sa globalité et pas juste sur lui en tant qu'élève qui est là maintenant. Voilà, c'est pas possible de découper. Ce serait beaucoup plus simple, hein, mais je ne sais pas si c'est souhaitable, mais de découper les enfants et les jeunes en tant qu'élèves, en tant que jeunes d'un autre côté. Ça nécessite aussi une certaine confiance en soi, mais aussi une confiance en chacun, chacune des personnes que les profs ont en face d'eux. Nous, on a la conviction absolue que chacun, chacune a la possibilité de se transformer et de se développer tout au long de sa vie. Et ça a un impact notamment dans la relation qu'on peut avoir avec les étudiants, ou alors du coup, pour nous, en tout cas pour les personnes qu'on rencontre en formation. Et alors ça, avoir confiance en chacun, chacune, c'est aussi du coup permettre d'une certaine manière de déconstruire les stéréotypes qui habitent l'élève, de déconstruire aussi tous les préjugés sur lesquels il s'est construit et sur lesquels il continue à se construire, parce que ça va permettre à un moment donné, notamment aux élèves qui sont en difficulté ou qui ont des parcours qu'on pourrait appeler parfois chaotiques, d'arrêter de se traîner toutes les casseroles en fait qu'ils se traînent depuis le début et sur lequel ils se sont construits. Et donc ça, c'est vraiment cette confiance en chacun, chacune, c'est une nécessité. Ça nécessite aussi de la coopération entre enseignants et enseignantes. Il y a trop peu, alors il y en a, hein, il y a trop peu d'équipes éducatives qui fonctionnent ensemble. Alors je dis entre enseignants et enseignantes, mais en fait c'est entre toutes personnes qui composent la communauté éducative, les accueillants, les accueillantes, les éducateurs, les éducatrices. Ça nécessite un travail d'équipe, ça nécessite de la coopération. Il y a quand même, c'est assez étonnant de se dire, dans beaucoup d'écoles, on donne des travaux de groupe, on dit aux jeunes, il faut coopérer, c'est bien de coopérer. Et puis après, de constater le nombre d'enseignants et d'enseignantes qui finalement travaillent seuls ou parfois travaillent juste avec quelques collègues qui enseignent la même matière, mais pas forcément en équipe éducative. Et alors la question du droit à l'erreur, hein. Alors on est a priori plus ou moins tous d'accord pour dire ah oui, les enfants, les jeunes ont le droit à l'erreur, ils ont le droit de se planter. Moi, je reviens du coup effectivement sur ce que Bruno disait par rapport aux évaluations, par rapport à la question de la sanction. C'est compliqué de défendre un point de vue qui est que les enfants et les jeunes ont droit à l'erreur quand en même temps il y a tout un système d'évaluation qui sanctionne très très fort, plus que d'évaluation formative. Mais alors, c'est aussi du coup la question du droit à l'erreur pour les enseignants et les enseignantes. Les enseignants et les enseignantes sont des personnes qui doivent se permettre d'expérimenter des choses, d'essayer, de tenter, d'oser pour pouvoir justement évoluer. Et donc, ça veut dire que les enseignants et les enseignantes, les accueillants et les accueillantes ont le droit aussi à cette erreur-là. Et donc, ça, il faut pouvoir aussi se l'accorder, ce droit à l'erreur-là.
Voilà, alors rapidement, quelques pistes. Donc effectivement, donner sa confiance à chacun, chacune, et du coup mettre en place des espaces où les enfants et les jeunes vont avoir la possibilité d'exercer cette confiance. C'est-à-dire où ils vont avoir la possibilité de faire des choix, où ils vont avoir la possibilité de se déplacer seuls, où ils vont avoir la possibilité voilà, de communiquer ensemble, etc., et d'exercer cette confiance que l'adulte va leur donner. Alors, c'est aussi accompagner chaque élève individuellement. Alors, effectivement, c'est compliqué. Bruno le disait, hein, dans des classes de 30, 40, parfois en secondaire. Mais réduire effectivement la taille des classes, ben, ça permet d'entretenir une relation individuelle et de connaître chacun, chacune. Et du coup, d'une certaine manière, que chacun, chacune ait une place dans le groupe. De continuer à expliquer les choses à votre enseignant, c'est parfois répéter 18 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, parfois peut-être même 100 fois la même chose en essayant de le dire différemment, mais de continuer à faire ça, en fait, et de ne pas se lasser. Ça nécessite aussi de relativiser des attitudes des élèves. C'est compliqué parfois de se recevoir certaines choses que les élèves disent ou une manière dont ils ont d'agir, etc. Mais il faut relativiser, ils n'ont pas les mêmes codes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer, hein. C'est pas ça l'idée, évidemment, mais de relativiser et de pouvoir du coup travailler là-dessus aussi. De ne pas laisser les parents sur la touche non plus. Ils font partie d'une certaine manière de cette communauté éducative. Alors, ils ont effectivement, eux, une relation avec leurs enfants qui est une relation de parents à enfants, qui n'est pas la même qu'une relation de professionnels de l'éducation. Voilà, c'est important effectivement de travailler ensemble et de favoriser une certaine continuité avec la maison, avec le lieu de vie en dehors de l'école, du coup, de l'enfant et du jeune. Voilà, je vais m'arrêter là. On en aura encore plein à dire. Je pense qu'il y a vraiment aussi un gros boulot du coup à faire sur la formation initiale des enseignants et des enseignantes. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tout cas, on défend pas mal au CMA et sur lequel on essaye d'agir un maximum, mais c'est pas toujours simple. Et donc, Catherine le disait, effectivement, le groupe École des CMA écrit chaque mois une chronique qui s'appelle « Et si l'école ?» Si vous avez envie de recevoir cette chronique-là, c'est assez facile. Il suffit d'envoyer un mail à école@cma.be et de dire j'ai envie de m'inscrire à la newsletter de la chronique. Et alors, vous recevrez chaque mois la chronique. Vous ne recevrez pas des dizaines de mails en plus qui iront se ranger dans le spam. Donc ça, c'est assez simple, école@cma.be, ou alors d'aller voir sur le site de CMA, les chroniques sont à chaque fois mises en ligne, et donc vous pouvez juste aller rechercher les chroniques qui vous intéressent, les thématiques qui vous intéressent. Et alors, il y a 22 chroniques qui ont été publiées, je vous le montre ici, donc effectivement, comme Catherine le disait, chez Chroniques Sociales. Et alors là, en plus des textes des chroniques, il y a toutes ces pistes, des pistes pour les enseignants et les enseignantes dans les classes, des pistes pour le système scolaire, enfin, voilà. Et donc tout ça peut se retrouver aussi sur le site des CMA. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On a dépassé un petit peu. Oui, mais ça va, c'est pas grave. Merci beaucoup Simon, merci Catherine. Moi, j'ai pris des notes et j'ai un peu des questions aussi, mais comme on vient de terminer un peu sur la formation initiale et puis que je vois cette question de Dolores dans le chat par rapport au pacte pour un enseignement d'excellence, j'avoue que c'était un peu une inquiétude aussi. Est-ce qu'on réfléchit les choses autrement vu ce qui se passe depuis un an, ou est-ce que, et c'est mon impression, on continue en fait sur ce qu'on a prévu, mais enfin... Je ne sais pas, Bruno, peut-être, comme ça, Simon, tu peux un peu respirer, Catherine, te préparer. J'ai parlé tout à l'heure du principe des robinets. C'est parfois un peu l'impression aussi que l'autre ustensile qu'on utilise, c'est les congélateurs. C'est qu'on a l'impression que ça a été congelé pendant cette période-là, qu'on va maintenant dégeler le produit tel qu'il a été congelé et finalement le remettre en mouvement sans rien avoir effectivement changé de ce qui a été appris. Et ça, ce serait catastrophique. Je sais par exemple que 95%, et ça correspond d'ailleurs à ce qui vient d'être dit par le CMA, c'est que 95% des enseignants et les directions d'école, dans leur plan de pilotage, citent l'idée de travailler sur le climat scolaire. Et il est évident que ce climat scolaire ne ressemble plus à celui qu'il était, je vais dire, juste avant. Donc, que d'une part, c'est une interrogation qui est urgente, le harcèlement et le cyberharcèlement, là je suis très bien placé pour le savoir, toute initiative a été complètement gelée alors qu'il n'a jamais été aussi urgent d'apporter des réponses à des souffrances
actuelle, hein. La pandémie n'a pas mis le harcèlement et le cyberharcèlement en veilleuse, bien du contraire, hein. C'était effectivement, il y a eu une communication plus prudente par rapport au suicide, par exemple, que ce n'a été habituellement, parce qu'il y a eu simplement une peur légitime de l'effet copycat. Donc, on n'a rien signalé, mais tout a été congelé. On a l'impression que la pédagogie a été congelée, qu'on s'est contenté de jouer avec les robinets et que le pack d'excellence est passé dans le freezer comme le reste et qu'on va le ressortir, alors sans doute, hein, mais comme un produit congelé, il vaut mieux le travailler comme un produit frais, selon moi, et donc tenir compte de tout ce qui a été appris et de tout ce qui a changé, notamment, je parlais tout à l'heure des espaces de parole régulés, on a vu que c'était une urgente nécessité d'interroger les émotions des élèves, et on a vu aussi que c'était important de les consulter en termes d'opinion, mais qu'on ne travaille pas avec une émotion comme on travaille avec une opinion. Une émotion par nature, on ne la conteste pas. Par contre, une opinion, par nature, on doit pouvoir la soumettre à la contestation des autres. Et donc, ce sont des méthodologies différentes. C'est là que j'ai un gros regret. C'est dans la manière dont les enseignants ont été accompagnés pendant cette crise. Ils ont été à l'ère de la débrouille, hein, au nom d'un joli mot, hein, l'autonomie technique. Mais l'autonomie technique, c'est pas débrouille-toi. L'autonomie technique, c'est on va mettre en place des supports auxquels tu peux faire appel si tu en as besoin. Ici, l'idée de l'autonomie technique, ça a été démerdez-vous, en gros, et on appelle ça de l'autonomie. On a parlé de cette manière-là vis-à-vis des directions d'école, comme on a parlé de ça vis-à-vis des enseignants. Chacun dans sa classe devait se débrouiller. Et donc, ce n'est pas, à mon avis, la meilleure façon de faire de la pédagogie. Moi, je regrette vraiment que la pédagogie, ce n'est pas une critique par rapport au monde politique, je suis incapable de vous dire s'il y a des idées pédagogiques qui émergent pour le moment du monde politique. On a l'impression que tout a été axé sur la gestion de la pandémie. J'aimais beaucoup ce qui a été dit sur l'audace. Vous savez, si vous avez une prudence sanitaire et une prudence pédagogique, vous n'aurez comme résultat que de la désolation. Si vous avez de la prudence sanitaire associée à de l'audace pédagogique, là, vous pouvez espérer en sortir par le haut. J'ai parfois eu l'impression qu'on a été dans la prudence sanitaire et la prudence pédagogique, et alors c'est tout à fait désolant ce qui en est ressorti. Voilà, désolant. Catherine ou Simon, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose là-dessus. Moi, je ne rajouterai pas de la désolation, parce qu'on partage assez bien ce que Bruno vient de dire. C'est effectivement, nous, on est en contact avec les écoles et les directions qui, au départ, devaient avoir des formations. Hein. Vous savez que les plans de pilotage obligent les enseignants et les enseignantes, enfin, obligent l'équipe éducative à choisir des thématiques, des objectifs qu'ils doivent, du coup, entretenir pendant 1 ou 2 années. Hein. On sait qu'agir sur le climat scolaire en 1 an, c'est tout à fait possible. C'est assez... Voilà. Mais on a, d'une certaine manière, gelé ces formations, ce qui était très bien à cause des mesures sanitaires. Mais du coup, on a énormément de demandes pour l'année prochaine qui tournent autour de ces questions-là. Comment est-ce qu'on va faire pour encadrer les élèves, pour les entendre, pour les écouter, puisqu'il faut savoir que les enseignants et les enseignantes, c'est pareil pour les accueillants et les accueillantes, ne sont pas formés à recueillir la parole des enfants, des jeunes, et à en faire quelque chose, parce que ce n'est pas tout d'entendre. Il faut travailler ça avec les enfants et les adolescents. Ça ne peut pas rester juste comme ça. C'est important que ce soit dit, que ce soit partagé, mais après, il faut en faire quelque chose. Et donc, on a énormément de demandes sur ces thématiques-là, comme on a aussi énormément de demandes autour de l'évaluation. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Je crois que l'école et les équipes éducatives, surtout, se sont rendues compte qu'il fallait agir autrement. Après, c'est comment la formation initiale, pour rebondir sur ce qu'on disait, s'empare aussi de ça, parce que c'est très bien d'avoir un pack d'excellence qui désire des choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le pack d'excellence. Il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi des objectifs intéressants. Mais après, c'est comment est-ce qu'on fait pour former les futurs professionnels à entrer dans cette dynamique pédagogique-là. Pour l'instant, ce n'est pas du tout pensé, puisqu'on a laissé à l'abandon la formation initiale. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'intentions, mais que c'était très compliqué à mettre en place. Et donc, on est un peu en stand-by. Et nous, notre grande peur, c'est qu'en septembre, on reprenne les choses, si on peut, hein, d'un point de vue sanitaire, comme s'il ne s'était rien passé, en fait, d'une certaine manière. Comme si on avait fait une pause, où on avait eu plein de professionnels en souffrance, plein d'enfants, plein d'adolescents et d'adolescentes en souffrance, et puis qu'on recommence comme si de rien n'était. Un peu ce qui se passe aussi quand les adolescents et les adolescentes reviennent à l'école en présentiel. Ils sont en distanciel, puis on annonce qu'ils peuvent revenir en présentiel, et ils débarquent comme ça dans les écoles, et il y a peu de temps qui soit consacré
officiellement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui travaillent avec les ados comme ils peuvent au quotidien, mais officiellement, on ne s'est pas dit, on fait rentrer les jeunes et puis on fait un temps d'arrêt. On vous propose vraiment 2 ou 3 jours où vous les accueillez, vous discutez avec eux, vous voyez où ils en sont, comment ils ont vécu la crise. Enfin, ça mène à tout ce qu'on voit là pour le moment avec les jeunes qui ont été complètement abandonnés. Les enfants aussi, mais dans une moindre mesure, s'ils ont quand même gardé un pied à l'école, mais on a complètement abandonné ces jeunes. Nous, notre crainte, c'est vraiment qu'en septembre, en fait, on recommence comme si de rien n'était. Effectivement, c'est désolant. Je vois l'intervention de Rim, je ne sais pas quel est son prénom exactement, mais le fait de ralentir, de se poser, de réfléchir et puis de poser des actes concrets, de vraiment faire des choses donc avec les enfants ou avec les jeunes quand ils sont en classe. Mais il faut aussi s'autoriser dans le chef de l'enseignant ou des accueillants, du coup, si on parle plutôt de communauté éducative. S'autoriser ce ralentissement, s'autoriser ce temps pour en discuter, pour se remettre aussi de ce traumatisme voilà, qui est collectif et qui est pire pour certains, c'est pas la question, mais comment est-ce qu'on s'autorise ça en étant toujours pris dans des horaires, dans des programmes, dans des missions. Quelqu'un parlait d'école de devoir aussi, où on est débordé par le soutien scolaire, mais il y a d'autres missions, il y a d'autres choses à faire. Comment est-ce qu'on fait pour s'autoriser ça, en fait Alors, si je peux répondre en quelques mots, parce que c'est un sujet que j'ai abordé très récemment avec Boris Cyrulnik lorsqu'on parlait de l'école résiliente. La résilience, ça se réalise dans la lenteur, sans précipitation, sans brusquerie. C'est une forme de néo-développement, donc ce n'est pas résister, parce que j'entends le mot résilience qui est utilisé à toutes les sauces comme un slogan publicitaire ou comme une formule politique. La résilience, c'est un processus qui se construit, qui s'élabore et qui suppose cette lenteur. Donc, il faut effectivement accepter des processus lents. Et on avait parlé d'ailleurs ce soir-là, Boris Cyrulnik et moi-même, d'école de la lenteur plutôt qu'éloge de la lenteur. Il faut une école de la lenteur. Il faut accepter effectivement que les retards d'instruction vont prendre du temps, pas de précipitation. Le mot d'ordre est à la sérénité. Et la sérénité, c'est ce qui va permettre la réflexion. Le gros problème, c'est qu'il y a tout un discours et il y a aussi tout un environnement institutionnel, notamment dans le privé, qui tourne autour des angoisses des parents et de l'anxiété des parents. Vos enfants sont en retard, attention, méfiez-vous, génération sacrifiée, etc. Et donc, venez chez nous, on va vous donner des cours particuliers, ça vous comptera 150 boules l'heure. C'est absolument inaudible d'entendre ça pour le moment. Évidemment qu'il faut solidifier les structures. Moi, j'ai vraiment des regrets dans la manière dont la planche à billets fonctionne. Les structures qui doivent être actuellement solidifiées, ce sont les écoles de devoir, ce sont tous ces espaces qui s'adressent aux élèves les plus défavorisés, qui ont le plus de besoin, non pas de rattraper les retards, ce que j'appelais tout à l'heure, les formes de décrochage subjectifs, mais les décrochages qui chez eux sont objectifs, ou ce que j'ai appelé tout à l'heure le décramponnage. Évidemment qu'il faut donner des moyens à l'extrascolaire, or je constate que malheureusement, ce sont dans les espaces intermédiaires entre l'école et l'action sociale, c'est-à-dire l'interministériel, dans lequel, pour le moment, il faut bien dire, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et donc, on est en train de dire, l'école, effectivement, on va, par exemple, multiplier les psychologues dans les PMS, etc. C'est très bien, c'est pas du tout... Mais on augmente les contingents d'une armée sans donner de plan de bataille, et on a l'impression qu'il n'y a pas de plan global qui suppose d'abord de prendre son temps, de mettre en place lentement une stratégie de reprise de développement qui va favoriser la résilience des élèves parce que l'école elle-même aura fait preuve de résilience et qu'on aura donné surtout à son personnel, c'est-à-dire aux enseignants, aux directeurs d'école, l'opportunité de prendre le temps de se réorganiser. Ça n'a pas du tout été le cas pendant toute cette pandémie où on a bondi de circulaire en circulaire, on a eu l'impression d'une urgence continue, mais qui était essentiellement une façon de gérer le bâtiment scolaire et la classe en tant que groupe d'élèves enfermés dans ce bâtiment scolaire. La classe, ce sont les élèves qui se regroupent autour d'un enseignant. Ça peut se faire autour d'un arbre, ce n'est pas un problème. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui a été dit tantôt sur le décloisonnement des classes, les classes sous forme de catégories, c'est une manière de ranger qui est aussi historiquement périmées dans l'école, et on le voit, les petites structures dans lesquelles on a des classes qui sont mélangées sont celles qui sont les plus performantes sur le plan des projets pédagogiques, parce que vous avez des petits, des grands. Les enfants, naturellement, ne se regroupent pas par classe, c'est juste l'école de la performance qui a décidé que les catégories d'âge devaient être des classes. Les enfants se regroupent en groupe
qui deviennent des classes parce qu'on met un enseignant au milieu d'eux et qui sont donc en situation d'apprentissage. Vous ne saurez jamais faire classe dans votre famille, c'est pour ça que l'école à la maison était une grosse foutaise, parce que votre maison ne deviendra jamais une classe. Vous n'êtes pas un enseignant si vous êtes un parent, et le simple fait de vous regrouper, même pour aller balader en forêt, autour d'un enseignant, ça fait de vous un élève à l'intérieur d'une classe. C'est toute cette imagination pédagogique qui a été complètement sclérosée, alors que c'était le moment de la débrider pour permettre, parce que j'ai vu des tas, moi j'ai passé mon temps à recueillir, vous savez, moi j'ai rien inventé moi-même, j'observais juste ce qui se passait autour de moi, c'est-à-dire des initiatives, de l'audace, c'est-à-dire du décloisonnement, c'est-à-dire ce qu'on prêche depuis très longtemps dans l'hybridation, dans les classes qui prennent des formes nouvelles, différentes, hein, les classes flexibles par exemple. Évidemment qu'une classe doit être flexible, évidemment que les pédagogies doivent être multivariées et que c'est aux pédagogies à s'adapter au rythme et au style éducatif des enfants, et pas aux enfants à se forcer à une adaptation à un style pédagogique qui serait unique. Et donc tout ça, on doit évidemment le mettre en mouvement, et ça suppose juste un accompagnement. Et un accompagnement, ça se fait en mettant des ressources à disposition des enseignants et de tous ceux qui entourent les enseignants. Ça ne se fait pas à coup de circulaire qui invite à tourner en rond. Une circulaire, ça porte bien son nom. Le but du jeu, c'est effectivement de cadrer. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, hein, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut des circulaires pour cadrer, mais après, le travail commence. Et le travail qui devait commencer, je ne l'ai pas vu partout, en tout cas. Je l'ai vu suite à des initiatives particulières, singulières, mais pas comme un mouvement global. Or, il est peut-être temps de mettre en place ce mouvement global avec l'école et avec tous ceux qui entourent l'école et qui ont effectivement leur mot à dire. L'extrascolaire, qui est plus souvent du scolaire en extra, c'est-à-dire pas de l'école en plus, c'est juste ce qui potentialise ce qui se passe à l'école et qui permet non seulement de générer l'obligation scolaire, mais de faire en sorte que l'obligation scolaire devienne une force de démocratisation de l'enseignement, c'est-à-dire que ce ne soit pas disponible pour tous, l'école, mais accessible pour chacun. Et ça, c'est l'extrascolaire qui pourra le réaliser. L'école seule ne peut pas faire grand-chose. Je vais même le dire de manière un peu excessive, mais l'école, plus elle est performante, plus elle va creuser de la distance sociale si elle n'est pas intégrée dans sa communauté éducative. On l'a vu, nous, avec un projet qui s'appelait Éduquons ensemble avec Polo le Lapin, où on s'est rendu compte que plus en maternelle, les enseignantes étaient performantes. Par exemple, dans les polylogues, où vous aviez des enfants qui participaient aux polylogues, ceux qui prenaient la parole, c'était essentiellement ceux qui étaient préparés à prendre la parole. Et donc, les enfants de milieux plus favorisés qui interagissaient, qui profitaient pleinement des polylogues. Les autres apprenaient déjà à 4 ans, à 5 ans, à se taire et à accepter un enseignement de façon passive, et donc forcément intégraient progressivement, parce qu'ils terminaient les maternelles avec 700 mots, là où les enfants de milieux favorisés terminaient leur maternelle avec 1700 mots. Si on ne travaille pas avec l'ensemble de la communauté scolaire, l'école ne peut rien faire pour mobiliser les familles, ou pas grand-chose, c'est très difficile. C'était tout le programme Éduquons ensemble avec Polo le Lapin. C'est le seul programme, à ma connaissance, qui a réellement réduit les différences sociales, donc qui a pas diminué le niveau d'exigence par rapport aux élèves, mais qui a permis aux élèves moins favorisés de se rapprocher des élèves plus favorisés dans leurs compétences langagières. Et pour ça, on a associé les CPS, qui étaient des structures essentielles pour entrer en contact avec les familles qui étaient en déliaison sociale, qui étaient celles qui avaient le plus besoin de stimuler ce type de programme. C'est un exemple parmi d'autres qui montre qu'on ne peut pas faire reposer sur l'école seule l'évolution, que je me refuse à appeler la révolution scolaire, mais l'évolution scolaire, qui est celle d'une école intégrée dans une communauté éducative qui se met en mouvement dans son ensemble. Merci. Je vois qu'il est 11h39. Est-ce que je vous renvoie un petit droit encore de parole, Catherine et Simon? Est-ce que je vous relance sur une autre question? Je ne sais pas si vous voulez compléter quelque chose ici. Si Juliette aussi, peut-être, si tu as une question. Est-ce que quelqu'un... Je veux bien juste dire un mot par rapport à ça. Effectivement, c'est très intéressant ce que Bruno amène, et cette question notamment de la communauté éducative, voilà, c'est effectivement vraiment très important. Moi, je me dis par rapport à cette idée de prendre son temps et de pouvoir ralentir et de pouvoir réfléchir ensemble, oui, c'est une nécessité, ça ne peut se faire qu'ensemble. Même si toutes les expérimentations dont on parlait, là, il y a des choses qui peuvent s'expérimenter seules dans sa classe, il y a quand même une nécessité à un moment donné de faire ensemble. Et alors, je pense qu'il y a une chose que cette crise a permis à un moment donné
mais alors qui a été balayé d'un revers de la main après. À un moment donné, quand la décision a été prise d'annuler les examens en fin d'année scolaire l'année passée, je pense que c'est la ministre qui a dit ah ben, il va falloir faire confiance aux enseignants. Et ça, c'est fondamental, en fait, de faire confiance aux enseignants. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une période de crise et qu'on ne va pas pouvoir faire des épreuves certificatives externes que, du coup, on va devoir faire confiance aux enseignants. Il faut faire confiance aux enseignants. Il faut faire confiance aux accueillants. Il faut faire confiance aux éducateurs et aux éducatrices, aux animateurs et aux animatrices. Il faut leur faire confiance, effectivement. Ce sont les professionnels de l'éducation. Ce sont eux qui sont quotidiennement avec les enfants, avec les jeunes. Ce sont eux qui les connaissent. Et d'une certaine manière, qui, s'ils et elles prennent leurs responsabilités de professionnels de l'éducation, ben en fait, ce sont ces personnes-là qui sont le plus à même, avec l'enfant, avec le jeune, de savoir où il se situe, de pouvoir, de pouvoir à un moment donné dire des choses du chemin qui a été parcouru. Enfin, et donc, je pense que pour ça, pour qu'il y ait effectivement des évolutions, il va falloir pouvoir faire confiance aux enseignants, aux enseignantes et à l'ensemble des personnes qui composent la communauté éducative, et pas juste au moment où il n'y a pas d'épreuve externe. Merci. Bah, je réfléchissais à encore une question. C'est vrai qu'on hésitait aussi à revenir, comme Rim le suggère, sur la formation initiale, mais c'est vrai que dans l'immédiat, oui, peut-être qu'une des questions, c'était, et c'est Juliette qui me l'avait soufflé à l'oreille, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter du coup à cette formation initiale pour aller vers plus, vous avez parlé d'empathie, de relationnel avec, entre élèves et enseignants. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans cette formation initiale rapidement? Catherine? En quelques mots, hein. Hop, juste. Catherine. Non, j'allais te dire, Bruno, que tu devais brancher ton micro. Ok, d'accord. Alors, en quelques mots, je crois qu'il ne faut pas faire peser tout sur la formation initiale, parce que sinon, c'est comme si on disait, les jeunes enseignants vont être en mesure de produire l'évolution et ils vont se retrouver à l'intérieur d'un espace dans lequel les plus anciens enseignants vont avoir l'impression qu'on vient leur donner la leçon avec des gens qui sortent à peine de l'école. C'est la formation continue aussi qui doit s'imprégner d'un souci de diffusion de techniques. Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faut diffuser des méthodes, mais des techniques. C'est pour ça que j'ai toujours privilégié un tout petit peu Freinet par rapport à Montessori, par exemple. Montessori était quelqu'un qui privilégiait une méthode. Freinet, était un enseignant qui diffusait des techniques qui étaient compatibles avec toutes les autres méthodes. Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse donner aux enseignants, dans les formations initiales comme dans les formations continues, des techniques. Ça a été évoqué tout à l'heure. Faire parler un groupe d'adolescents qui sortent de ce symptôme massif qu'on appelle l'engourdissement psychique, ça suppose d'avoir des techniques particulières qui permettent de recueillir des opinions ou de faire émerger des émotions, qui permet, et ça a été très très joliment dit tout à l'heure, pas de se contenter de les recueillir, parce que si vous faites un recueil d'émotions et que vous les gardez en vous, c'est vous qui allez imploser. Il faut faire de ces émotions des émotions agissantes, comme des opinions dans une vraie démocratie. Votre opinion n'est pas simplement recueillie, elle est considérée comme agissante, c'est ce qu'on appelle idéalement une démocratie participative. Et donc, il faut donner des techniques pour que les émotions et les opinions deviennent agissantes. Donc, pas seulement des manières de recueillir, et j'ai entendu beaucoup d'enseignants le faire, j'étais beaucoup contacté par eux, qui me disaient qu'est-ce que je peux faire face à toute cette détresse qui finit par m'envahir moi. Et ce sont des enseignants ou des directeurs d'école en détresse que j'ai eu parfois au téléphone qui me disaient qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que quand vous recueillez des émotions qui sont des émotions désespérées, si vous ne savez rien en faire, elles restent bloquées en vous. Et là, c'est vous qui vivez cette forme d'usure compassionnelle qu'on éprouve quand on se contente de recueillir des émotions. Il faut donc des techniques qui puissent dire qu'est-ce qu'on fait avec les émotions recueillies, comment on agit, et qu'est-ce qu'on fait avec les opinions qui ont été collectées pour en faire des opinions agissantes, c'est-à-dire pour qu'elles aient un sens dans la réalité de ce qu'on est en train de vivre ensemble à l'école. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Moi, j'ai un gros regret quand j'entends que l'essentiel actuellement, ce serait les matières essentielles. Bien sûr que les matières essentielles sont importantes, mais c'est comme si on disait à un enfant qui a une envie énorme
de jouer de la guitare, mon vieux, tu vas te taper 3 ans de solfège avant. Franchement, c'est pas très enthousiasmant. Les matières essentielles, c'est pas ça qui va sortir de l'engourdissement. Ce qui va sortir de l'engourdissement, ce sont toutes les stratégies qui permettent de vivre ensemble et de vivre ensemble des choses ensemble. Et c'est ça qu'on doit remettre effectivement au goût du jour. Les écoles ont un rôle crucial par rapport à ça. Il faut que les enseignants soient formés, non pas formés dans la durée, on les embête déjà assez avec des formations chronophages, mais formés dans des techniques qui leur permettent d'agir très rapidement auprès de leurs élèves. Et je pensais aussi des techniques, enfin en tout cas des outils qui les permettent d'échanger justement leurs bonnes pratiques. Dans le dossier, il y avait quelques interviews d'enseignants qui disaient que en étant justement en distanciel et sur toutes ces plateformes d'échange d'informations, ils s'étaient rendus compte en fait notamment que les élèves avaient plein de devoirs à gauche à droite. Tout à fait. Tout à fait. Et mais il y a une technique toute simple, c'est le chapeau de Bono qui fonctionne dans le monde de l'entreprise, dans lequel vous prenez un chapeau différent si vous avez une vision sombre, une vision claire, des innovations, des idées qui peuvent être complètement novatrices. Toutes les idées sont bonnes à prendre quand on travaille ensemble, du moment qu'elles ne créent pas de l'inertie et du non-mouvement. Et donc, il faut qu'on ait ces stratégies qui fonctionnent dans le monde de l'entreprise et qu'on les mette à disposition des enseignants avec, effectivement, là tu as vraiment raison de le dire, un recueil des pratiques ne fût-ce que par rapport à l'hybridation, condamner l'hybridation sur ce qui en a été fait dans certains endroits, ce serait absolument stupide. Utiliser les endroits où ça a été bien réalisé de façon effectivement à accompagner ceux qui veulent le réaliser de cette manière-là sans rien forcer. Eh bien là, c'est une pratique intelligente et ça suppose un temps d'arrêt, on en parlait tout à l'heure, de recueil des bonnes pratiques et un décloisonnement. J'ai vraiment bien aimé ce décloisonnement par rapport aux élèves, c'est-à-dire des classes qui se mélangent les unes avec les autres, mais il faut aussi permettre le décloisonnement des adultes, se mélanger les uns avec les autres d'une école à l'autre et dans une école d'une classe à l'autre, pour parler de pédagogie, pas seulement pour parler des élèves et de leur évolution, il faut aussi parler de ce qu'on fait avec eux et de nos propres difficultés. On ne pourra pas demander à des enseignants de s'occuper correctement des élèves si on ne se préoccupe pas suffisamment d'eux. Lorsqu'on demande à quelqu'un de s'occuper de quelqu'un d'autre, on se préoccupe d'abord de ce que lui est en train de vivre pour le mettre en état de s'occuper de ceux vis-à-vis desquels il doit exercer sa fonction. Mais merci, bon, on arrive tout doucement à la fin. Bon, je pensais vous proposer une conclusion. Chacun. Je ne sais pas si Catherine et Simon, vous avez ou préparé quelque chose. Sinon, j'avais quand même un petit peu envie de parler justement d'initiative, enfin d'initiative, comment dire, plutôt en tout cas de responsabilité politique derrière tout ça. Mais peut-être que ce sera plutôt pour Bruno. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine et Simon. Moi, je voulais juste dire un truc pour compléter ce qu'on disait par rapport à la formation initiale et la formation continue, parce qu'on en discutait avec Simon. On disait que la première formation des enseignants, des enseignantes, des accueillants, des accueillantes, c'est leur vécu d'école. Et donc, c'est primordial d'entamer des changements maintenant, en fait, de tester de nouvelles choses pour que les futurs professionnels arrivent avec un autre vécu en formation initiale que celui qu'ils ont et qu'elles ont maintenant. Parce que quand on est en situation de stress, quand on est en situation de crise sanitaire, quand on est en situation de difficulté, on revient sur ce qu'on a vécu soi-même. Et donc, si on a vécu une école comme on la connaît parfois pour certaines maintenant, on va refaire revivre ça aux enfants et aux jeunes. Donc, nous, on se disait que c'était vraiment important aussi d'agir tout de suite. En fait, ce qu'il faut, c'est agir sur les trois plans, c'est-à-dire sur le quotidien de l'école, la formation initiale et la formation continue, histoire que tout puisse se goupiller et avoir des engrenages qui tournent. Ça, c'est important aussi. Et peut-être aussi, Bruno, tu as parlé de technique, mais nous, ce qui nous semble aussi fondamental dans la formation initiale et continue, c'est qu'on soit sur la question des valeurs. Qu'est-ce qu'on veut en tant que professionnel pour les enfants et les jeunes qu'on a devant nous et comment on peut le mettre en pratique? Parce que trop souvent, on a des techniques qui sont vides en fait de sens, qui sont juste de la répétition et du coup, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Voilà, on aura encore plein d'autres choses à dire sur la formation initiale et continue, mais je voulais juste dire ça. Comme ça, je me sens un peu moins frustrée de l'avoir dit. Et du coup, on passerait à la conclusion. Je ne sais pas si Bruno, tu veux enchaîner là maintenant aussi. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui est essentiel, une définition, par exemple, de l'élève qui réussit. L'élève qui réussit, ce n'est pas celui qui réussit son cursus le plus rapidement possible, c'est celui qui préserve son plaisir d'apprendre, indépendamment des pièges qui vont se poser devant lui. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette forme de réflexion sur les valeurs
fondamentale. Je pense qu'elle est possible parce que je l'aperçois dans le discours de beaucoup. Elle n'est peut-être pas fixée comme étant un corps de valeurs sur lequel on va articuler l'ensemble. Moi, je pense que par rapport, par exemple, au pacte d'excellence, il y a des préalables. Ça, je prêche pour ce pourquoi je milite le plus, c'est-à-dire je pense que tant que les écoles n'ont pas de dispositifs très concrets qui permettent de venir à bout du harcèlement et du cyberharcèlement, l'école même excellente ne serait pas mise à disposition de tous. Et donc on doit d'abord s'obliger à faire en sorte que l'espace scolaire soit un espace dans lequel on a envie d'aller parce qu'on a du plaisir à apprendre. Si vous êtes harcelé, vous n'aurez pas envie d'aller dans l'espace dans lequel vous subissez de telles souffrances. Donc ce sont des préalables qu'on doit utiliser. Et mon optimisme est quand même, parce que je voudrais, pour conclure quand même, essayer de diffuser cette note optimiste. Je pense réellement qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes, pour autant que le triangle qui permet les évolutions pédagogiques se mette en place. Et pour qu'une évolution pédagogique soit possible, il faut qu'il y ait une intention pédagogique politique. Et il faut que le politique donne l'intention. Je pense que ces intentions sont là. Il n'y a pas toujours la concrétisation pour le moment, j'attends, mais je laisse le bénéfice du doute. Les intentions politiques sont présentes. La mobilisation des acteurs, personnellement, je ne l'ai jamais perçue comme je la perçois actuellement. L'envie d'avoir une école de qualité, elle est toujours bien présente chez les enseignants. Et il faut, dernier point, une implication scientifique qui permet simplement de distribuer des outils, des techniques qui ont été éprouvées de façon à ce que le triangle puisse produire des résultats concrets, qu'on ne soit pas seulement dans la réflexion pédagogique. Si on est juste dans l'intention politique, avec une mobilisation des acteurs, mais qu'il n'y a pas d'implication scientifique, on va avoir envie de faire des choses, mais on va les faire un peu en désordre. Si on est uniquement dans l'implication scientifique et la mobilisation des acteurs, on va faire des choses, mais on n'aura aucun moyen pour les réaliser. Et donc, il faut qu'il y ait nécessairement l'ensemble des trois. C'est pour ça que c'est vraiment important de sortir de cette crise en articulant la réflexion qu'on vient d'avoir ce matin. Moi, je les multiplie parce qu'elles me semblent essentielles. Ce sont des acteurs pédagogiques qui se mettent en mouvement. Il y a une forme d'implication scientifique parce qu'on a affaire à des personnes qui ont essayé d'aller chercher ce qui fonctionnait à gauche et à droite. Il manque l'intention politique. Donc, il faut juste qu'on puisse, à un moment donné, se faire entendre et faire entendre les intentions positives qui émergent de ce type de rencontres comme celle qu'on a eue ce matin, pour que le politique prenne conscience qu'il y a un mouvement positif qui peut sortir de tout ça et que la pandémie, ce n'était pas juste l'opportunité de jouer avec des robinets qui ouvrent et qui ferment les écoles. Merci Bruno. Simon, tu veux aussi encore dire quelques mots? Oui, effectivement, on est tout à fait en accord avec ces articulations qui sont nécessaires. Et du coup, je vais enfoncer encore un peu le clou, hein, on en a déjà parlé, mais dire qu'il y a aussi, du coup, je pense, un tissu associatif qui est là, qui existe et qui a envie de réfléchir à ça, qui a envie de participer, de soutenir les évolutions qui sont possibles. Et du coup, c'est un appel aussi à ne pas hésiter à les appeler, à discuter avec eux. Enfin, je sais qu'en tout cas, nous, au CMA, on est disponible. Voilà. On est disponible et on est là. Et du coup, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter à un moment donné si vous avez envie qu'on réfléchisse ensemble, si vous avez envie on est disponible et on n'est pas les seuls. Je pense qu'on est plein à être dans le cas et que c'est nécessaire de pouvoir travailler ensemble à ça, je pense. Merci, super. Catherine, je ne sais pas si tu as encore un petit truc à dire qui te brûle les lèvres comme tout à l'heure. Non, ça va. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce temps passé tous ensemble. J'espère qu'on a suffisamment relayé vos questions dans le chat. Nous, on reste disponible aussi par la suite via mail, puisqu'on a conversé par mail pour s'organiser avant. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander. Ici, on va vous repartager simplement le dossier. Donc, quelle école après la crise? Voilà, super, merci Marie. Et alors, je pense aussi que du côté des CMA, il y avait un petit document qu'on peut aussi partager dans le chat, éventuellement, avec plus d'infos sur les CMA, si vous êtes d'accord. Et avant de se dire au revoir, on a le plaisir de vous annoncer qu'on prépare déjà un prochain webinaire. Et là, je veux passer la parole à Juliette.
l'organisera. Oui, alors déjà dire que vous pourrez trouver, en tout cas, vous pouvez trouver sur le site différents articles sur les bonnes pratiques dans les écoles, mises en place justement par les équipes pédagogiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Et alors, le prochain webinaire donc, aura lieu le 26 mai à 10h30. Donc ça portera sur le végétarisme dans les écoles. Donc on verra un petit peu voilà, toutes les initiatives qui existent aujourd'hui, voilà, quelles sont les résistances et les enjeux donc, sociologiques, philosophiques, politiques, environnementaux autour du végétarisme en 2021. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci à tout le monde encore. Et à bientôt alors. Voilà. Merci Bruno. Ah Bruno, je vois que tu mets un contact. Voilà, l'outil de l'outil de résilience.eu, les CMEA aussi. Bon, super. Merci à tous les trois pour vos interventions. Et merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi à bientôt peut-être. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir.